Nous sommes de retour au Festival Coup Franc. Donc pour ceux qui nous rejoignent sur le live de Facebook, bienvenue. Ce festival est organisé par la revue Far West en collaboration avec les Ultramarines, SoFoot et Mediapart. Nous allons donc passer à la deuxième conférence avec Yann Philippin, qui est journaliste à Mediapart. Il a investigué de longs mois sur les Football Leaks qui ont secoué le monde du football international et révélé ses secrets financiers. Il va vous raconter cela. Yann, c'est à toi. Non? Oui, ah c'est mieux. Ah oui, ça y est, ça se sent. Donc je recommence. Donc je suis journaliste au service enquête de Mediapart et c'est moi qui ai coordonné à Mediapart donc l'opération Football Leaks. Les Football Leaks, c'est un truc qui m'a pris quasiment 3 ans de ma vie. J'ai un peu plus de 2 ans, entre 2 et 3 ans. Donc qui est, comme vous le savez, une énorme fuite de documents. C'est 3500 gigaoctets de documents, c'est 70 millions de documents. Pour vous donner une idée, donc ça a été fait au niveau européen, au sein d'un consortium de médias qui s'appelle l'EIC, pour European Investigative Collaborations. On était une soixantaine de journalistes d'une dizaine de médias répartis dans toute l'Europe à étudier ces documents. Et pour vous donner une idée, 70 millions de documents, si on avait dû ne serait-ce que passer 30 secondes sur chaque doc, pour voir à peu près ce qu'il y a dedans, à 60, ça nous aurait pris 2 ans et demi. Juste pour passer 30 secondes sur chaque document. Alors évidemment, c'est pas comme ça qu'on a fait. Je vais vous en parler un petit peu plus. Donc les Football Leaks, c'est une masse de données absolument gigantesque qui a donné lieu à 2 opérations différentes. Donc les premiers Football Leaks qui nous ont pris un peu plus de 6 mois, qu'on a publié en novembre 2016. Il y a eu un espèce de Football Leaks 2,5 consacré à Lionel Messi, et ensuite il y a eu 1,5 pardon, et ensuite il y a eu les Football Leaks 2 qui sont parus il y a 1 an, donc en novembre 2018. Les Football Leaks, c'est aussi et avant tout une source, un individu qui est resté pendant 3 ans anonyme, que nous on appelait John, dont personne ne connaissait l'identité, pas même moi. Il n'y a qu'un seul journaliste du consortium qui connaissait son identité. Aujourd'hui, son nom est public. C'est un jeune Portugais qui s'appelle Rui Pinto. Et pourquoi son nom est public ? C'est parce qu'il a été arrêté à Budapest au mois de janvier, là en janvier 2019. Et il a été extradé au Portugal, donc son pays natal. Et ça fait 6 mois qu'il est en prison. En détention préventive. On en reparlera après, mais c'est quelque chose qui est assez fou dans ces Football Leaks. C'est que d'un côté, on a ce lanceur d'alerte qui a fourni des documents fondamentaux qui nous ont permis de faire des révélations complètement inédites sur le monde du foot et de documenter un niveau de magouille et de corruption assez dingue. Ces révélations ont eu finalement très peu d'impact judiciaire, c'est-à-dire il y a eu des enquêtes ouvertes, mais finalement peu de gens ont été poursuivis, très peu de gens ont été condamnés. Il y a eu une véritable omerta du milieu du foot, hein, comme on l'a écrit à la fin des Foot Leaks 2. Ils n'avaient qu'une seule hâte, c'est de, en gros, ne rien dire, attendre que ça s'arrête et attendre que ça passe. Et donc d'un côté, on a finalement cette impunité du milieu du foot, et de l'autre, ce lanceur d'alerte, celui qui nous a permis de publier ces informations, qui est aujourd'hui en prison, qui vient d'être inculpé par le procureur portugais de 147 chefs d'inculpation différents. Donc vous voyez le truc, essentiellement, donc il est essentiellement soupçonné de piratage informatique, ce qu'il dément. Mais donc vous voyez la disproportion entre ce milieu du foot qui est aujourd'hui continue à fonctionner comme avant d'un côté, et de l'autre le lanceur d'alerte qui est en prison en attendant son procès, alors même qu'il n'a pas touché le moindre euro et que son seul crime ça a été de nous donner à nous journalistes des documents pour nous permettre de travailler et de documenter la face noire du foot business. Alors, on m'a demandé de faire un peu de coulisses, donc je vais vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. En fait, ça a commencé en mars 2016, où nos amis du journal allemand Der Spiegel, qui est un très grand hebdomadaire allemand, qui est un peu l'équivalent de l'Express ou du New Nouvelle Obs, mais qui vend plus de 700 000 exemplaires par semaine, donc c'est vraiment une institution en Allemagne. Ils nous appellent, tous les journalistes du consortium, et ils nous disent « Écoutez, on a quelque chose pour vous ». Et on se retrouve dans une salle, et on repart chacun avec un disque dur, plein de documents. Et où donc Raphaël Buschmann, qui est ce journaliste du Spiegel, nous dit bah, écoutez, j'ai une source
qui m'a donné ça. Et ben maintenant, c'est tellement gros, c'est tellement énorme que c'est impossible, même pour nous, Der Spiegel. Der Spiegel, ils ont plusieurs centaines de journalistes. Hein. C'est un truc énorme, mais même nous, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on a besoin d'aide dans tous les pays européens. Et donc, on va s'y mettre tous ensemble. Et donc, on a commencé à chercher. On était complètement, j'allais dire, à poil, complètement désarmés. On n'avait rien, on n'avait même pas de quoi chercher dans les documents. C'est-à-dire que ça a commencé par un travail informatique où, en un temps record, en un mois, on a nos informaticiens qui ont indexé ces données, un peu comme fait Google, qui ont fabriqué un moteur de recherche qui est hébergé quelque part dans le darknet, donc sur un site secret et très bien protégé, auquel nous seuls avons accès. Donc ça a mis un mois. Donc pendant un mois, on n'a rien pu faire, à part cliquer sur quelques documents, mais vous voyez, on n'avait pas passé 2 ans et demi donc, à cliquer sur chaque document. Et donc on a eu le moteur de recherche. On a passé donc 6 mois. Un travail, j'allais dire un travail de chien, quoi, un travail de bénédictin, où j'ai passé 10 heures par jour devant mon écran. Alors à Mediapart, on était 3 à plein temps à faire ça, et donc une soixantaine à l'échelle européenne, à rentrer des mots-clés dans un moteur de recherche. Donc on s'était fait une liste de mots-clés où il y avait à peu près tout le monde, hein, tous les plus grands joueurs, les entraîneurs, les dirigeants, etc. Toutes les gens dans les institutions, la FIFA, l'UEFA. On a cherché, on a cherché, on a cherché. Et on a passé déjà 3 mois juste à comprendre un petit peu ce qu'il y avait dedans, quoi. C'est-à-dire quel était un petit peu le périmètre du leak et où est-ce qu'il pouvait y avoir des histoires potentielles. Et après, on a repassé 2 mois d'approfondissement où en se disant, bon voilà, on a des pistes, et après pour chaque piste, là on creusait à fond. Et à chaque fois, c'était lire des centaines et des centaines, voire des milliers et des milliers de documents, de mails, de contrats, essayer de comprendre les histoires, de retracer les montages financiers, donc de faire, voilà, souvent de lire des choses absolument sans intérêt. Une anecdote que je raconte souvent, moi j'ai 43 ans, donc je suis de la génération 98, et le premier mot que j'ai tapé dans le moteur de recherche, c'est Zinedine Zidane. Voilà, forcément, parce que c'est le mythe. Et nous, on fonctionne en termes de hits, ce qu'on appelle dans le jargon les hits, c'est-à-dire quand vous rentrez un mot dans le moteur, combien vous avez de résultats. Et là, Zidane, je ne sais plus, je crois que c'était 2500 résultats. Génial, 2500 résultats. Et en fait, je lis les 2500 documents, ça a dû me prendre 2 ou 3 jours, et finalement, il n'y avait rien. Il y avait des articles de presse, des revues de presse, vous voyez, des choses absolument sans intérêt. Et donc, on n'a rien publié sur Zinedine Zidane. Si, un seul article, qui est d'ailleurs aussi le seul article qu'on a fait sur les Girondins de Bordeaux, pour révéler qu'en 2015, le groupe chinois Fosun a failli racheter les Girondins, et que si ce projet s'était fait, ils avaient convaincu Zidane de revenir. Donc je suis désolé, Zidane a failli revenir à Bordeaux, mais finalement ça s'est pas fait. Voilà. Et donc une fois que vous avez fait voilà, en plus on bossait. Ce qui est génial, c'est que c'était un processus journalistique assez unique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des choses qu'on faisait tout seul, mais il y a aussi certains sujets sur lesquels on faisait des équipes avec d'autres journalistes d'autres pays. Parce que, comme vous le savez, le foot, c'est très international, donc il y a rarement un sujet 100% français, ça existe quasiment pas. Donc on bossait beaucoup avec les autres journalistes, on s'échangeait les documents, on écrivait, on a un espèce de Wikipédia interne, qui est en fait un site internet secret, où en fait on poste nos résultats, et avec à chaque fois le lien des documents. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des enquêtes, par exemple les enquêtes sur le PSG, où c'est moi qui étais l'enquêteur principal, mais il y a d'autres enquêtes, en fait, je n'ai fait que reprendre le travail d'enquête qui a été fait par mes camarades européens d'autres journaux, mais à chaque fois, j'allais tout vérifier à la source. C'est-à-dire qu'entre journalistes du réseau, on pouvait... en gros, on mettait carte sur table, on disait voilà, j'ai trouvé ça, c'est basé sur tel document. Et un journaliste, par exemple, qui voulait reprendre une des enquêtes que j'avais faites, il pouvait tout vérifier à la source, me poser des questions, dire mais ça, t'es sûr que t'as bien compris, etc., etc. Et ensuite, il y avait une dernière phase, qui est la phase classique du journalisme, qu'on appelle la confrontation. C'est-à-dire que forcément, on donne la possibilité aux gens qu'on va attaquer de répondre, de se défendre, de s'expliquer. Et ça, c'est extrêmement long. Par exemple, pour les Football Leagues 2, j'ai passé 2 semaines uniquement à faire les mails de confrontation, c'est-à-dire avec les questions. Par exemple, pour vous prendre le PSG a reçu 13 pages de questions un mois à l'avance. Et dans les 13 pages de questions, il y avait tout. C'est-à-dire qu'un mois avant, ils savaient exactement ce qu'il allait avoir dans les articles,
à 2-3 détails près, mais toutes les infos principales y étaient. Et s'ils avaient voulu, ils auraient pu contester chaque info point par point, et on leur a donné 1 mois pour le faire. Donc en l'occurrence, le PSG l'a fait, ils ont répondu à certaines questions, ils m'ont même accordé une interview avec le numéro 2 du club, mais beaucoup de gens en fait ont préféré ne pas répondre. Et la dernière étape, c'était la validation juridique, c'est-à-dire que tous les papiers ont été relus par des avocats. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, le foot est un monde très riche, il y a des gens extrêmement puissants qui ont de quoi se payer les meilleurs avocats du monde. Et donc, il fallait être sûr que tout soit absolument impeccable, qu'il n'y ait pas la moindre erreur dans chaque article. Et ça, on en est extrêmement fiers parce qu'au total, sur les 2 saisons, il y a eu plus de 800 articles qui ont été publiés. Alors ça, c'est à l'échelle européenne. Hein. C'est-à-dire, par exemple, une histoire peut être publiée 10 fois, donc ça fait 10 articles. Mais au total, il y a eu plus de 800 articles qui ont été publiés dans toute l'Europe. Et pas un seul n'a été poursuivi en justice. C'est-à-dire que non seulement on n'a pas été condamné, mais les gens qu'on a attaqués dans nos articles n'ont même pas essayé de nous poursuivre et de contester nos informations parce que les documents étaient tous authentiques. Peut-être, maintenant que vous connaissez un petit peu les coulisses, revenir sur les principales révélations des Football Leaks. C'est-à-dire que les Football Leaks, c'était vraiment magique parce que, en fait, moi, je suis journaliste économique de formation. Alors j'aime bien le foot, mais je suis pas du tout un spécialiste du foot. Si on m'a demandé en fait, quand mon chef m'a demandé de faire ça, c'est parce que moi je suis un spécialiste des entreprises et des montages financiers. En gros, je suis un spécialiste du business et de tout ce qui est un peu sale. Vous voyez, les paradis fiscaux, les sociétés écrans, tout le monde de l'offshore. Et la raison pour laquelle on m'a demandé de faire les Football Leaks, c'est parce que les Football Leaks, c'est du business et que le football, malheureusement, de plus en plus, c'est du business. Et que pour comprendre les coulisses du foot, valait mieux être fort en business qu'être fort en foot ou en jeu. Donc c'est pour ça qu'on m'a demandé, de faire ça. Et si vous voulez, ce que démontrent les Football Leaks, c'est à quel point le foot est de plus en plus... En fait, le titre, c'est le football est encore supportable. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Est-ce que vous pouvez encore regarder le foot après les Football Leaks ? Alors la réponse est oui. Je continue à regarder le foot et à aimer regarder le foot. Mais par contre, le foot business, lui, il est de plus en plus insupportable. Et c'est ça qu'ont montré les Football Leaks. Donc, la première saison, c'était quoi ? La première saison, c'était la cupidité. C'était les salaires délirants des joueurs, les commissions délirantes des agents. Par exemple, un seul exemple complètement dingue, le transfert de Pogba à Manchester United, ça a coûté 127 millions d'euros, dont 49 millions pour son agent. C'est-à-dire qu'il faudra qu'on m'explique un jour comment un simple intermédiaire qui a travaillé quelques jours, voire quelques semaines pour transférer un joueur, comment ça peut valoir 50 millions d'euros sur un transfert à 130. On est dans un délire total. C'est aussi la cupidité des joueurs avec l'évasion fiscale. Donc notre plus grosse coupe des Football Leaks 1, c'était l'évasion fiscale de Cristiano Ronaldo, donc qui a été condamné récemment à je ne sais plus, c'est 1 an et demi ou 2 ans de prison avec sursis à cause de nos révélations. On a révélé qu'il avait planqué 150 millions d'euros aux îles Vierges britanniques dans les paradis fiscaux. Donc vous imaginez 150 millions d'euros. Et le pire dans cette histoire, c'est que Cristiano Ronaldo, qui jouait à l'époque en Espagne, au Real Madrid, il avait, depuis qu'il est portugais, il avait un régime spécial dont bénéficiaient les étrangers, où il payait que 5% d'impôts. Vous voyez, alors que l'impôt sur le revenu en Espagne, c'est un peu comme en France, c'est une quarantaine de pourcents quand vous êtes riche. Et donc lui, il avait un régime spécial, il payait 5% d'impôts. Et donc le gars, il a préféré planquer 150 millions aux îles Vierges pour éviter un impôt à 5%, alors que tout le monde en Espagne paye 40% d'impôts et avec un salaire beaucoup moins élevé que le sien. Donc Ronaldo, c'était le plus gros, mais on a aussi révélé d'autres affaires d'évasion fiscale, comme celle de José Mourinho, comme celle de son agent Jorge Mendes, comme Javier Pastore au PSG, etc. Et tant d'autres. On a révélé aussi les dessous du business de Lionel Messi, donc qui a été le tout premier joueur au monde à être payé plus de 100 millions bruts par an. Alors ça fait 60 millions d'euros nets après impôt. On a révélé aussi plusieurs affaires de fraude fiscale de Messi. On a révélé comment il organisait des matchs de charité, soi-disant de charité, où en fait le pognon était allé dans des sociétés offshore en Uruguay au lieu d'aller aux ONG à qui il aurait dû bénéficier. Enfin bref, voilà. Donc les Football Leaks 1, c'était la folie des transferts, la folie de l'inflation du prix des joueurs, la cupidité des joueurs, des agents,
la fraude fiscale. On a aussi beaucoup parlé des dérives de ce qu'on appelait à l'époque la TPO. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la TPO. C'est une pratique qui est aujourd'hui interdite. Ça consistait à acheter des morceaux de joueurs. C'est-à-dire que jusqu'en... Attendez, ma mémoire me fait défaut. C'est pas, je crois que c'est jusqu'en 2017. Vous avez le droit d'acheter un morceau de joueur. En fait, comme vous achetiez un morceau d'une entreprise, comme vous deveniez actionnaire d'une entreprise. Et ce qui était fou, c'est que vous n'aviez même pas besoin de demander l'avis du joueur, vu que c'était le club qui vendait ça. Et donc, il y a plein de joueurs comme ça qui se sont retrouvés possédés, en tout ou en partie, par des fonds d'investissement. Et notamment, on a révélé les coulisses d'un de ces fonds d'investissement qui s'appelle Doyen, qui appartenait à des frères oligarques kazakhs qui avaient mis comme ça plus de 100 millions d'euros pour acheter des morceaux de joueurs, donc sans leur consentement. Et on a révélé leur méthode complètement dingue, donc à base de prostituées russes. On a révélé par exemple que pour essayer de vendre un joueur français, Geoffrey Kondogbia, ils avaient organisé une sex party pour le président du Real Madrid. Alors, on n'est pas tout à fait sûr de s'il y est allé, vu que le patron de Doyen dit qu'il y est allé. Le président du Real nous a dit qu'il n'y est pas allé. Bon, mais en tout cas, on sait, on avait eu les échanges qui montraient l'organisation donc dans un immense penthouse à Miami Beach, où ils avaient organisé une soirée privée avec des prostituées dans le but d'y attirer le patron du Real Madrid pour lui vendre un joueur. Voilà, ils avaient aussi une caisse noire aux Émirats Arabes Unis pour payer des rétrocommissions et des pots de vin sur les transferts. Donc c'est ce monde-là complètement fou. Les Foot Leagues 2, pour moi, était encore plus intéressant parce qu'on est passé finalement des dérives individuelles aux dérives du système. Et qu'est-ce que montrent les Foot Leagues 2 ? Et c'est pour ça que je suis vraiment content d'être ici à Bordeaux et j'espère avec des supporters de Bordeaux dans la salle. C'est que ça démontre quoi, les Foot Leagues 2 ? C'est que finalement tout le système est fait pour qu'un club comme Bordeaux ne gagne jamais. C'est-à-dire qu'on a démontré à quel point il y avait une domination sans partage et de plus en plus écrasante de l'argent dans le football, avec des clubs riches qui en sont en fait le top 11. C'est le club très fermé des clubs justement qui ont plus de 400 millions d'euros de budget. Donc il y en a 11 clubs comme ça dans le monde, hein, tous en Europe. Et tout est fait pour renforcer l'hégémonie de ces clubs-là, pour qu'ils deviennent de plus en plus riches. Et que pour tous les autres clubs, y compris des clubs assez gros, hein, je pense par exemple à l'Olympique Lyonnais en France, qui a quasiment 3 fois plus de budget que les Girondins de Bordeaux, même l'OL par exemple, qui est un gros club à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Europe, est en train de devenir un nain. Et tout est fait pour que les 10 plus gros deviennent de plus en plus riches, de plus en plus puissants, écrasent tout sur leur passage, et que tous les autres clubs, qui soient petits, moyens et même assez gros, finalement, n'aient plus que les miettes du jeu, et qu'on en arrive à ce que disait très bien Mickaël dans la première conférence, une espèce de Disneylandisation du foot. Et ça, il y a 2 enquêtes qui l'ont démontré. La première, c'est une enquête complètement folle, moi qui m'a passionné, qui est l'affaire du cartel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire du cartel des clubs qu'on a révélé pendant Foot Leagues 2. C'est en fait un cartel de 4 grands clubs historiques. Donc c'était la Juventus de Turin, le Bayern Munich, le FC Barcelone et le Real Madrid, qui ont créé une société secrète dans le but de faire en sorte que la répartition de l'argent de la Ligue des Champions revienne de plus en plus aux très gros clubs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour ça ? Ils ont menacé de créer une Super League, c'est-à-dire une Ligue des Champions privée. Et en gros, le but, c'était de faire chanter l'UEFA, donc qui organise la Ligue des Champions. Et c'était soit vous donnez toujours plus de pognon aux gros clubs, soit on se barre et on crée une Ligue des Champions privée. Et ce qui est fou, c'est que le projet est allé extrêmement loin. Donc on avait toutes les présentations confidentielles, ils ont bossé pendant plus d'1 an dessus, ils ont fait bosser des avocats, etc. Et leur projet, qui est allé assez loin, c'était vraiment l'anti-foot populaire tel que beaucoup de gens l'aiment et tel que Mickaël a parlé dans son bouquin. C'était Disneyland. C'était quoi le concept, le pitch ? C'était de dire on veut que des très gros clubs, que du très grand spectacle, que des stars à chaque match. Donc en gros, les matchs de poule de la Ligue des Champions, on s'en fout un peu, voilà, où le gros club écrase le petit, ça n'intéresse pas les gens. Voilà, que du premium, que du bling-bling, que des stars, que des grands clubs, avec, je sais plus, je crois que c'était 18 clubs. Une ligue fermée,
C'est-à-dire que le mérite sportif, finalement, on s'en fiche. Hein. À partir du moment où vous êtes gros, même si vous faites une contre-performance, vous avez votre place bien au chaud qui est là tous les ans. Et on aurait créé une espèce de Ligue des champions Disneyland privée où il y avait que, de mémoire, il y avait qu'une poignée de places. Je crois qu'il y avait que 4 ou 5 places qui changeaient d'une saison à l'autre. C'est-à-dire que la plupart des clubs qui étaient invités auraient été invités à vie. Alors ça ne s'est pas fait. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce qu'en fait, c'est ça qui est fou, c'est que ce cartel qui représente seulement 4 clubs a réussi à faire plier l'UEFA et a dicté à l'UEFA la réforme de la Ligue des Champions et la façon dont l'argent de la Ligue des Champions allait être distribué. L'autre dérive qui montre, j'allais dire, cette mainmise de l'argent sur le foot, c'est l'affaire du fair play financier, dont vous avez peut-être entendu parler. Le fair play financier, c'est un truc que moi, je trouve une très bonne idée. C'est une idée de Michel Platini, qui était à l'époque le patron de l'UEFA. Le fair play financier, c'est quoi? C'est d'empêcher ce que nous, on a appelé le dopage financier. C'est-à-dire d'empêcher que vous ayez des oligarques, des émirs comme le Qatar avec le PSG ou Abu Dhabi avec Manchester City, ou des oligarques russes comme Roman Abramovich avec Chelsea, ou des États comme la Russie de Vladimir Poutine qui subventionne ses clubs à front perdu via notamment Gazprom, la grande entreprise gazière russe. Donc d'empêcher le dopage financier, d'empêcher qu'il y ait des gens qui injectent du pognon à front perdu dans des clubs, qui trustent les meilleurs joueurs et qui finalement faussent la compétition. Donc cette règle-là, elle est très importante pour qu'il y ait un semblant d'équité, j'allais dire, dans les matchs et que les clubs moyens aient un jour une chance de gagner la Ligue des Champions. Et sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a révélé? C'est que cette règle a été allègrement violée par plusieurs clubs, par le PSG. Le PSG, c'est 1,8 milliard d'euros. Vous imaginez, le Qatar a injecté à front perdu 1,8 milliard d'euros. Manchester City, Abu Dhabi, c'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été injectés par le Cheikh Mansour. Les clubs, 3 clubs russes, c'est plus d'1 milliard d'euros qui ont été injectés par l'État russe dans ces clubs pour qu'ils soient plus compétitifs qu'ils ne le devraient. Et ce qui nous a beaucoup choqué, c'est que non seulement il y a eu une triche, c'est-à-dire que notamment le PSG et Manchester City ont triché, c'est-à-dire ont injecté de l'argent alors qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, mais surtout cette triche a été couverte et validée par l'UEFA et en particulier par Michel Platini et son adjoint Gianni Infantino, qui n'est autre qu'aujourd'hui le patron de la FIFA, donc la plus haute autorité du foot mondial. Et pourquoi ils ont blanchi cette fraude? On l'a découvert dans un document des Football Leaks où en fait l'UEFA explique ça. Ils disent ah ben écoutez, d'une part, le Qatar, Abu Dhabi, la Russie de Poutine, c'est des gens puissants, ils risquent de nous embêter, donc est-ce qu'on peut vraiment s'opposer à ces gens-là? La réponse est non. Et surtout, ce qu'ils ont dit de façon très cynique, c'est de dire bah non, on peut quand même pas les exclure de la Ligue des Champions. Vous imaginez, la Ligue des Champions sans Neymar, la Ligue des Champions sans Kevin De Bruyne, non, c'est pas possible. On peut pas avoir la Ligue des Champions sans le PSG et sans Manchester City. Et donc, on passe l'éponge. Et on les laisse finalement se doper et fausser la compétition. Et peut-être, quelle heure est-il? Bon, je vais essayer de... et ce qui était complètement fou après ces enquêtes, qui nous a assez choqués, c'est finalement l'absence de réaction. Pourquoi? Parce que moi je pensais peut-être un peu naïvement que beaucoup de gens allaient se plaindre. Pourquoi? Parce que ce dopage financier, comme cette histoire du cartel qui truste l'argent de la Ligue des Champions, bah, ça fait des victimes. Et les victimes, c'est qui? Les victimes, c'est vous. C'est-à-dire, c'est tous les petits clubs, c'est tous les clubs moyens, c'est tous les supporters de Marseille, de Bordeaux, de Toulouse, de Montpellier, de Lille, qui, à cause de ça, finalement, n'ont quasiment aucune chance de gagner, sauf miracle. Vous voyez, je trouve le truc à la fois le plus beau et le plus triste qu'on a eu ces dernières années, c'est l'Ajax d'Amsterdam en Ligue des Champions l'année dernière. Vous avez ce grand club qui a une histoire très riche, très forte, l'Ajax, qui a une génération dorée, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment de la chance. Ils sont sur une année où ils ont des jeunes joueurs qui sont absolument fabuleux, qui gagnent tout, alors que c'est un club qui fait... l'Ajax, c'est 130 millions de budget. Donc vous voyez, c'est pas mal, c'est 2 fois plus que Bordeaux, mais c'est par exemple beaucoup moins que l'Olympique Lyonnais. Et vous avez cette équipe jeune qui en veut, ultra talentueuse. Finalement, tout le monde a envie qu'ils gagnent. Et ils s'écrasent ils sont écrasés en demi-finale de la Ligue des Champions face à la Juventus de Turin. Pourquoi? Parce que la Juventus de Turin, c'est 400 millions d'euros de budget. Et là, vous vous dites que même un grand club
que même un grand club comme l'Ajax, avec cette tradition, avec une génération dorée, eh ben, ils n'y arrivent pas. Il y a ce plafond finalement de l'argent et qui fait qu'aujourd'hui, ça paraît extrêmement improbable que même un club moyen, ou moyen gros, j'allais dire, comme l'Olympique Lyonnais, arrive un jour à jouer les premiers rôles en Europe. Et ça, j'allais dire, ça devrait scandaliser tout le monde. Ça devrait scandaliser les victimes de système, que ce soit les présidents des clubs qui ne sont pas les plus gros, que ce soit les supporters. Pourquoi ? Parce qu'ils supportent, ils mettent de leur énergie, alors que même voilà, ils peuvent crier aussi fort qu'ils veulent dans les stades. Et ben malheureusement, le système fait en sorte que de plus en plus, ils vont crier pour rien, ou en tout cas pour le plaisir, mais avec de moins en moins d'espoir que leur club puisse gagner un jour. Voilà, et alors peut-être pour finir sur les dernières révélations, on a aussi eu des révélations sur la corruption, notamment à l'AS Monaco, avec les magouilles de Dimitri Riboloviev, donc l'actionnaire russe du club, le racisme et la discrimination ethnique plutôt au PSG, où on a révélé que pour les jeunes joueurs, tous les jeunes joueurs qui étaient scoutés, c'est-à-dire repérés par les recruteurs du PSG, étaient systématiquement fichés selon leur origine ethnique. Pourquoi ? Parce que, et ça rejoint un peu l'histoire populaire du football, pourquoi ? Parce que le football, c'est un sport populaire. Il y a beaucoup de joueurs de foot et de plus en plus qui viennent des quartiers populaires et des banlieues. Et du coup, il s'est trouvé que le PSG trouvait que dans leurs équipes de jeunes, il y avait trop de Noirs, trop d'Arabes. Pourquoi ? Parce que beaucoup de jeunes footballeurs viennent des banlieues, et en particulier en banlieue parisienne, où il y a un gros vivier de jeunes footballeurs. Et donc, ils trouvaient il aurait fallu, dans l'idéal, qu'il y ait un peu plus de blancs dans les équipes de jeunes. Et on a même documenté un cas ou d'un joueur noir qui a été refusé au centre de formation alors qu'il était très bon, pour la seule et unique raison qu'il était noir. Voilà. Autre chose aussi, on a documenté les magouilles des institutions du foot, et notamment de la FIFA, où on a révélé par exemple la collusion entre le président de la FIFA et le procureur suisse qui enquête sur la FIFA. Ce procureur suisse a été destitué suite à nos révélations. A été révoqué, pas destitué, révoqué suite à nos révélations. Et peut-être une dernière sur le dopage, où on a révélé que juste avant la Coupe du Monde remportée par la France en Russie, il y a eu une énorme affaire, vous savez, de dopage d'État en Russie dans les sports athlétiques, qui fait que il y avait un système complètement organisé pour blanchir les athlètes dopés, notamment en substituant les échantillons dans les laboratoires antidopage, essentiellement en vue de gagner les Jeux Olympiques. Mais sauf que quand ce scandale a éclaté, le curseur s'est tout de suite mis sur le monde du foot. C'est-à-dire qu'il y a eu tout de suite de très forts soupçons que ce système aurait pu également être mis en place dans le monde du football. Il y a un enquêteur canadien qui avait fait ses rapports sur les sports athlétiques, qui avait proposé à la FIFA d'enquêter justement sur le dopage dans le foot russe. Et en fait, on a révélé que la FIFA a tout fait pour l'empêcher de travailler, pour que son enquête n'ait pas lieu, pour ne surtout pas perturber l'organisation de la Coupe du Monde. Et il se trouve par ailleurs que l'un des plus grands sponsors de l'UEFA, c'est Gazprom, donc c'est la Russie, donc vous voyez, la boucle est bouclée. Voilà, bon, moi aussi je ne veux pas trop parler, je vais vous laisser le temps de poser des questions, donc je m'arrête là. Merci Yann. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ? Oui ? Je vous en prie. Bonjour à tous. Alors moi j'ai une question, c'est à propos du fair play financier. Donc évidemment c'est critiquable quand on laisse un État ou des gens mettre beaucoup d'argent, c'est évident, c'est pas éthique. Mais à la fois comment on fait, puisqu'on a parlé des quelques clubs, des 11 clubs qui étaient au-dessus des autres, comment on fait pour changer cette hiérarchie ? Un club comme Bordeaux, comment il peut arriver en Ligue des Champions, aller loin en Ligue des Champions par exemple ? Si un club comme le Paris Saint-Germain ne mettait pas autant d'argent directement pour se mettre au niveau, comment on peut se mettre au niveau ? Puisque tout est fait finalement pour que les plus grands clubs restent au top. Donc évidemment, il y a la redistribution qui peut être faite différemment. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Par exemple, Platini proposait finalement Larry Bosman de passer à autre chose en limitant le nombre de joueurs étrangers dans chaque club. Est-ce que ça pourrait être une solution ? Est-ce qu'au niveau législatif, ça ne peut pas passer ? Ou est-ce qu'il y a encore
d'autres choses qui sont susceptibles d'être faites. Donc ça, c'est ma première question. Oui, pardon. Peut-être je vais répondre à la première d'abord. Oui, il y a des solutions possibles. Alors, c'est des solutions assez radicales. Ceux qui les proposent se font régulièrement, enfin, se font traiter de révolutionnaires, mais il y a des solutions qui existent. C'est-à-dire que votre question est très pertinente. C'est qu'en fait, aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans le top 10, enfin, ce top 11, pardon, des clubs qui font plus de 400 millions de budget, hein, je rappelle Bordeaux 70, aujourd'hui, c'est impossible. C'est juste impossible parce que déjà le fair play financier l'interdit, donc si vous magouillez pas, vous pouvez pas y arriver. Et voilà, donc aujourd'hui c'est pas possible. De fait, ce top 11 ou ce top 10, c'est un cartel et c'est impossible de les rejoindre. Alors pour répondre à votre question, comment on pourrait faire pour remédier à ça? Il y aurait deux solutions possibles. La première, c'est la redistribution. C'est-à-dire qu'il faudrait que l'argent, et notamment l'argent de la mère des compétitions, qui est la plus riche, la plus rentable, qui est la Ligue des Champions, soit massivement redistribué des clubs les plus riches vers les clubs les plus pauvres. Et il y a une deuxième solution pour y arriver, c'est ce qu'on appelle le cap, c'est-à-dire la limitation, c'est-à-dire créer des limites, soit de budget, soit de masse salariale. Et par exemple, par exemple, aux États-Unis, qui est quand même un pays extrêmement capitaliste et libéral, comme vous le savez, il y a un budget maximum pour les équipes. Un peu comme vous savez, en Formule 1, vous avez une limite pour le moteur. Alors, je suis nul en sport mécanique, mais sous le capot, vous avez droit à un certain nombre de chevaux ou un certain nombre de centimètres cubes pour votre moteur, pas plus. Mais on pourrait très bien imaginer des championnats avec le même budget pour tout le monde, pour toutes les équipes. Et justement, avec ce budget, tu te débrouilles, tu essayes d'être plus malin, de recruter les meilleurs joueurs, d'avoir la meilleure tactique. Donc, et ça, pour freiner la course aux armements et le montant des transferts qui devient absolument délirant, le cap, ça pourrait être une solution très efficace pour dire, par exemple, la masse salariale, c'est pas plus de 100 millions d'euros par an ou pas plus de 200 millions d'euros par an. Et ça créerait déjà plus de conditions pour que les clubs moyens puissent s'en sortir. Donc, je termine aussi sur la ligue fermée. Donc ça, c'est d'après ce que vous dites, c'est terminé, c'est enterré. Est-ce que c'était quelque chose qui était fait pour mettre juste la pression, ou est-ce qu'il y avait une vraie idée derrière de faire une ligue fermée avec les meilleurs clubs? Alors, au départ, c'était fait pour mettre la pression. C'est-à-dire clairement, dans leur scénario de ligue fermée, c'était de dire, voilà, on fait ça pour faire peur à l'UEFA. Et donc ça a marché, ils ont réussi à faire chanter l'UEFA et donc ils ont retiré leur projet. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer ces deux choses. C'est que d'une part, il y avait une vraie volonté de la faire si jamais l'UEFA ne pliait pas. C'est-à-dire que ce coup-là, des projets de ligue fermée, il y en a eu depuis très longtemps. Hein. Mais ce projet de ligue fermée-là qu'on a documenté, ils étaient vraiment prêts à y aller si jamais l'UEFA ne cédait pas. Et surtout, il y a un truc plus important que ça, c'est que la ligue fermée, on y est déjà, ou on y est presque. Et voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a ce fameux cartel dont je vous parlais, ce top 11 des clubs à plus de 400 millions de budget, qui de fait gagne tout, trust les places en phase finale de la Ligue des Champions, à part quelques exceptions tous les ans. Vous avez un système de distribution de l'argent qui va de plus en plus aux clubs les plus riches. Donc finalement, j'allais dire, il n'y en a quasiment plus besoin. Parce que de fait, aujourd'hui, la Ligue des Champions, c'est déjà quasiment une ligue fermée. Je termine juste pour finir, et je donne mon micro. Est-ce qu'il y a eu dans les leaks, est-ce qu'il y a eu un peu des choses sur du dopage dans les plus grands championnats aussi? Parce qu'on peut imaginer qu'il n'y a rien qui sort et la FIFA court, c'est évident. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu des choses? Parce qu'on est dans le sport qui génère le plus d'argent. C'est évident qu'il y a du dopage et il n'y a jamais rien qui sort. Donc est-ce qu'il y a eu des petites choses? Je me permets de botter en touche parce que je ne suis pas un grand spécialiste du dopage. Donc, quand je ne sais pas, je préfère pas répondre. Ouais, j'avais une question sur la ligue fermée, parce qu'en fait c'est une troisième solution. Parce que pour l'instant on est dans une situation qui est complètement bâtarde. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans la ligue fermée ni dans la ligue ouverte. Et une ligue fermée, ça serait mieux quelque part. Parce qu'en fait les ligues fermées, comment ça marche en Amérique du Nord, c'est qu'en fait il y a des mécanismes de salary cap, il y a un mécanisme de redistribution, et les meilleurs joueurs sont choisis par les franchises qui sont les moins bien classées. Et donc finalement, ce qui est absurde, c'est que le système des ligues américaines est plus vertueux que notre système de football actuel. Et donc en gros, il faudrait vraiment voir pourquoi on ne ferait pas une ligue fermée avec les meilleurs clubs. Moi, perso, ça ne m'intéresserait pas. Je continuerais à supporter mon club local tranquillement, et puis eux, ils seraient dans leur truc. Et il y aurait un deuxième football plus égalitaire. C'est une perspective. Je ne dis pas que c'est celle que je préfère, mais c'est une perspective qui présente certains avantages. C'est-à-dire que si on a une ligue fermée, on a une régulation, ce n'est pas toujours les mêmes qui gagnent. Finalement, aujourd'hui, le football européen actuel est plus injuste que les ligues nord-américaines, quelque part.
Et donc, moi, je suis plus par rapport aux deux premières pistes que vous avez soulevées, la redistribution, les salary cap, etc. Mais plutôt que de dire la ligue fermée, c'est mal, voyons qu'actuellement, les ligues fermées américaines sont meilleures, entre guillemets, que la Ligue des champions européenne. Oui, mais alors c'est vrai parce que justement dans la ligue américaine, il y a un mécanisme de limite, ce qui fait que tout le monde part plus ou moins sur un pied d'égalité financier. Là, le projet de ligue fermée qu'avaient fait les grands clubs et qu'on a révélé pendant les Football League, ça n'a rien à voir. C'était une ligue fermée à la Disney avec que des clubs très riches, etc., etc. Mais en effet, un modèle de ligue fermée avec plus large, avec plus de clubs dedans et un mécanisme beaucoup plus égalitaire au niveau des budgets, ça pourrait être très intéressant. D'autres questions ? Juste pour revenir sur le début de votre intervention, vous dites que dans quelle mesure en fait le joueur... Rapprochez votre micro. Non, Non, mettez-le juste près de allumé. Vous le mettez près de... Ah ok. Voilà, Non, très bien. Dans quelle mesure en fait le joueur il est conscient de tous les mécanismes d'évasion fiscale ou qui se passent autour de lui, ou est-ce qu'en fait c'est juste un pion au milieu de toute une armée d'avocats, de dirigeants, de grands clubs, et qu'en fait le joueur il n'a pas soit les armes intellectuelles et économiques pour comprendre en fait ce qui lui arrive, ou est-ce qu'il est vraiment conscient vraiment à 100% des montages financiers par rapport à l'argent que lui il génère et que lui il touche? Alors, c'est une question qu'on nous a beaucoup posée après les Footleaks 1, quand on a révélé l'évasion fiscale. C'est au fond, vous savez, les joueurs, c'est des grands enfants, voire pour certains, avec le sous-entendu, ils ne sont pas très intelligents, ils ont des agents, des conseillers qui gèrent tout pour eux. Finalement, ce n'est pas leur faute. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça pour deux raisons. La première, c'est qu'on a documenté des contre-exemples. Par exemple, notre article le plus populaire des Footleaks 1, celui qui a le mieux marché, c'était un article positif, d'ailleurs le seul, c'était sur Karim Benzema. Qu'est-ce qu'on a démontré? C'est que Karim Benzema, il joue au Real Madrid, donc à l'époque avec Cristiano Ronaldo. Donc il y avait énormément de joueurs qui faisaient de la fraude fiscale au Real Madrid. Donc on aurait pu se dire, Karim Benzema, il joue avec eux, ils se connaissent, a priori il fait pareil. Et maintenant il fait pas pareil. Et non seulement il fait pas pareil, mais ce qu'on a documenté, c'est assez dingue sur Benzema, c'est que lui aussi, vu qu'il est français, il avait droit au mécanisme dont je vous ai parlé. C'est-à-dire, il avait droit de payer seulement 5% d'impôts au lieu de 40%. Donc, je veux dire, Karim Benzema, s'il avait été, j'allais dire, pas malin, mais il avait le droit de payer 5% d'impôts en Espagne. C'est comme ça, sans même frauder, sans même optimiser. Et alors qu'il avait le droit de payer 5% d'impôts en Espagne, il a préféré mettre sa boîte en France et payer 30% d'impôts. Donc c'est pour ça que notre papier était titré Karim Benzema, patriote fiscal. C'est-à-dire que c'est un vrai patriote. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de payer ses impôts en France. Et malgré tout, il l'a fait alors qu'il payait 6 fois plus d'impôts qu'en Espagne où il jouait, où il résidait et où il devait les payer. Autre exemple, pendant les Football League 2, N'Golo Kanté. Vous avez peut-être entendu parler de l'histoire d'N'Golo Kanté, où en fait c'est son club, c'est Chelsea, qui lui propose un montage fiscal à Jersey, donc vous savez, une petite île entre le célèbre paradis fiscal entre l'Angleterre et l'Irlande. N'Golo Kanté, il signe, il crée la société, il met la propriété de ses droits à l'image dedans pour pouvoir toucher ses revenus de sponsoring et d'image. Mais sauf qu'au bout d'un moment, il réfléchit et il dit non, je veux plus. Parce que c'est pas propre, moi je veux pas être comme ça, je suis quelqu'un d'honnête, donc on arrête tout. Et là, ce qui est drôle, c'est que c'est Chelsea qui dit non, parce que c'est embêtant, parce que Chelsea voulait faire ça aussi pour économiser les charges sociales. C'est-à-dire que ça devait être un modèle gagnant-gagnant où en faisant de l'évasion fiscale, N'Golo Kanté paye moins d'impôts, mais Chelsea paye moins d'impôts aussi. Et Chelsea dit c'est un problème parce que du coup, qui va les payer les impôts si on va plus à Jersey? Et là, en fait, N'Golo Kanté a été inflexible et pendant 1 an et demi, il s'est assis sur la part de son salaire qui devait être versée en droit à l'image. Et à la fin, il y en avait pour 2 millions de livres. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, N'Golo Kanté a dit non, il y a 2 millions de livres qui sont à moi, là, que j'ai toujours pas touché, je m'en fous. Mais je ne les toucherai pas, ils n'arriveront pas sur mon compte tant que vous n'accepterez pas de me les payer en Angleterre et de plus me les payer à Jersey. Donc vous voyez, ces deux exemples-là, l'exemple de Benzema et l'exemple de N'Golo Kanté, montrent que les joueurs sont pas si bêtes que certains veulent le penser, qu'ils sont parfaitement conscients de ce qu'il fait. Et excusez-moi, de nos jours, quand un agent vous propose... Alors, oui, c'est pas eux qui conçoivent les montages. Évidemment, c'est leur entourage, c'est leurs agents, c'est leurs conseillers qui leur proposent des montages d'évasion fiscale. Mais sauf qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes joueur de foot, on vous propose un truc au Panama, à Jersey, aux îles Vierges britanniques. Je pense que les joueurs de foot savent parfaitement ce que ça veut dire quand ils signent pour créer une société au Panama. Une dernière question ?
y en a même 3, une autre en haut. Donc, juste pour revenir sur la question du dopage, il y a eu l'affaire Puerto en cyclisme qui a explosé au début des années 2000. Il a été avéré que des joueurs du Real Madrid et du FC Barcelone étaient impliqués dedans. Ça n'a jamais été poussé plus loin comme information. Et, ensuite, pour revenir sur le rôle des États dans l'économie du football, finalement aujourd'hui les clubs de football sont un objet de soft power pour les différents États. Est-ce qu'une des solutions ne serait pas, au même titre que la séparation des pouvoirs, d'essayer d'isoler, même si cela paraît très utopique, d'isoler l'économie du football des économies et des intérêts étatiques finalement? Alors je sais pas si ça pourrait être une idée. Après, ça me semble difficilement réalisable. Ne serait-ce que parce qu'il y a des... je sais pas si ce serait juridiquement possible en fait de faire ça. Voilà. Et après, c'est difficile. Hein. Le football a toujours été politique, le sport a toujours été politique. Couper le foot et la politique, ça me semble compliqué. En haut. Et après, ça sera à vous. On vous oublie pas. Bonjour. Alors j'avais 2 questions en fait, mais bon, je vais en commencer par une puisqu'on est pressé. Vous avez parlé d'une Ligue des champions semi-fermée et malgré tout, avec la glorieuse incertitude du sport, il y a quand même 2-3 clubs qui perfent un petit peu chaque année. Et souvent on se rend compte que ces clubs-là se pètent un peu la gueule. Ça a été le cas de Bordeaux un petit peu quand ils étaient un peu au top. Est-ce que structurellement, vous pensez qu'il y a des mécanismes qui expliquent ces phénomènes où un club qui pourrait accéder à des meilleurs revenus parce qu'il a performé sportivement n'arrive pas à se maintenir dans un top 10-15 de clubs un peu plus riches, quoi? Alors oui, et en fait le meilleur exemple sans doute c'est Lille. Le meilleur exemple récent c'est Lille. Ils ont fait une super saison la saison dernière, notamment parce qu'ils ont eu une très bonne politique de recrutement. Bon, tout le monde se souvient allô ? Ah oui. Donc, qui a été vendu une petite fortune, j'ai oublié le chiffre, mais voilà. Et en fait, je crois qu'il y a surtout un problème structurel pour les clubs français. Pourquoi ? Parce que en France, pour le meilleur et pour le pire, on a un modèle social généreux et donc on a des coûts salariaux qui sont très élevés. Donc à budget égal, en fait, un club français, il est plus faible qu'en Espagne, en Allemagne ou en Angleterre parce qu'il doit payer plus de cotisations sociales sur les salaires des joueurs. Donc ça veut dire que les clubs français, par le Paris Saint-Germain, parce qu'il a l'argent du Qatar, n'arrivent pas à suivre l'inflation du prix des transferts, l'inflation des salaires des très grands joueurs. Et ça veut dire aussi que la plupart des clubs sont structurellement déficitaires en France, hors transfert. Notamment, j'ai un peu révisé avant de venir, si vous prenez les derniers comptes publiés des Girondins de Bordeaux, donc pour la saison 2017-2018, c'était 70 millions de budget et 40 millions de déficit avant transfert. Alors, il se trouve qu'en 2017-2018, il y a eu un bénéfice des transferts, c'est-à-dire vente moins achat de joueurs de 20 millions. Donc ça veut dire qu'il y a eu au final un déficit de seulement 20 millions, mais quand même un déficit. Et donc ça, c'est le drame des clubs français, c'est que vu qu'il y a des recettes qui sont assez faibles, pour différentes raisons, vous savez, on a des droits télé parmi les plus bas en Europe, et des coûts qui sont élevés, ça veut dire que beaucoup de clubs français sont structurellement déficitaires, et donc pour survivre, en fait, ils doivent vendre. Et c'est exactement ce qu'a fait Lille, c'est-à-dire Lille qui est racheté par des financiers, on en parlera parce que c'est un peu le même schéma qu'à Bordeaux, par des fonds d'investissement. Il y a de la dette, il faut rembourser la dette, le club perd de l'argent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre le club à l'équilibre et rembourser la dette ? Il faut vendre les meilleurs joueurs. Et donc, vous voyez Lille qui fait une saison géniale l'an dernier, qui éblouit les foules avec son jeu, qui à l'intersaison vend ses meilleurs joueurs et la saison suivante, c'est-à-dire la saison qu'on est en train de vivre là, se font laminer en Ligue des Champions. Et on risque d'avoir exactement la même chose pour l'Ajax. Parce que le grand Ajax de l'année dernière, celui qui a fait vibrer l'Europe, c'est pareil, la plupart des joueurs ont été vendus à prix d'or parce que le club n'a plus les moyens de les conserver. Et donc, alors c'est évidemment pas ce que je leur souhaite, mais il est très probable qu'ils ne fassent pas le même parcours en Ligue des Champions cette année qu'ils l'ont fait l'an dernier. Et donc il y a un peu cette malédiction qui fait que, en fait, la France, c'est... je vais être un peu provoque en disant ça, mais c'est un peu un pays du tiers-monde du foot. C'est-à-dire, c'est un pays exportateur. C'est-à-dire que les clubs, pour survivre, sont obligés de vendre leurs meilleurs joueurs. Alors, souvent, on s'en félicite pour dire, c'est la preuve qu'on forme bien les joueurs, etc. Mais en fait, c'est un drame parce que les meilleurs joueurs s'en vont.
Et du coup, on n'arrive pas à se maintenir, à part le PSG qui a l'argent de Qatari au plus haut niveau. Je me permets juste une deuxième question, mais rapidement. Est-ce que des grands médias hégémoniques du sport vous ont soutenu dans les révélations que vous avez faites et ont couvert de manière satisfaisante, vous pensez Ah oui, très satisfaisante. Franchement, il n'y a eu aucune censure, au contraire des révélations des Football Leaks par les grands médias. Et je pense notamment à l'équipe qui a énormément écrit sur nos enquêtes et avec qui on a même noué un partenariat pendant les Football Leaks 2. Donc l'équipe a très clairement fait le job et ils n'ont pas été les seuls. Alors après, on a eu d'autres critiques. On a été très critiqués, mais plus par les supporters du PSG. Bon, ça, voilà, sur les réseaux sociaux, j'ai été très trollé par les supporters du PSG parce qu'on a beaucoup écrit sur le club et aussi, il faut le dire, plus par des journalistes télé, mais plus des journalistes commentateurs, vous savez, des gens qui sont sur des talk-shows sportifs à la radio ou à la télé et qui, eux, ont en effet plus tendance à être du bon côté du manche. Dernière question. Oui, je voulais savoir. 1-2. Oui. Quels sont les gains sociétaux des retombées économiques du monde du football, si ce n'est exclusivement un gain émotionnel? Vous avez 1 heure. Non, pardon, je plaisante. Les gains sociétaux du football. Alors, comme vous l'avez compris, moi, ma spécialité, c'est plus le business que le sociétal en matière du football. Je vais vous faire une réponse vraiment bête, mais pour moi, les principaux gains, c'est le plaisir et la cohésion sociale. C'est le plaisir qu'on a à regarder un match ensemble, que ce soit au stade, devant la télé, au bar, l'émotion que ça crée, le lien social que ça crée, la ferveur que ça crée. C'est ça. Sinon au fond, le foot, c'est un spectacle comme un autre, hein, comme aller voir un spectacle, un concert, aller au ciné. Finalement, c'est un sport, mais c'est avant tout un spectacle. Mais c'est un spectacle particulier parce que il crée ces émotions, ce lien social. C'est toutes ces formes d'organisation collective aussi que Mickaël a très bien décrites dans la première conférence, qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Et c'est vrai que c'est un peu ça qui nous a attristés à Mediapart après les Foot Leaks. C'est que malheureusement, ce foot-là, ce foot populaire, ce foot qu'on aime, clairement, il est en train d'être de plus en plus bouffé, de plus en plus en train de décliner, sous la pression de l'argent et d'intérêts financiers, et qui sont vraiment de plus en plus forts. C'est-à-dire qu'en fait, le foot, finalement, c'est le reflet du monde. Vous savez qu'en économie, on est dans un monde qui est de plus en plus inégalitaire. Hein. Vous savez qu'il y a de plus en plus de millionnaires, de plus en plus de milliardaires. Les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres. On est dans un libéralisme économique qui est de plus en plus fort, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais en tout cas, c'est comme ça. Et pour le foot, c'est comme ça aussi. C'est les riches toujours plus riches, les pauvres toujours plus pauvres, et au détriment finalement du foot populaire. Alors, c'était pas la dernière question finalement. La Coupe du Monde 2022 au Qatar est probablement pour nous, grand public, l'illustration la plus forte de la corruption au sein de la FIFA. De nombreux ouvrages ont été publiés, plusieurs voix s'élèvent. Les Football Leaks apportent-ils des preuves supplémentaires sur cet achat d'organisation de Coupe du Monde? Pensez-vous qu'un retour en arrière est encore possible, type boycott, ou bien que l'on se dirige vers un fiasco sans précédent, accepté finalement et malheureusement par tous? Alors, il n'y a pas eu de... Alors, nous, à Mediapart, on a fait des enquêtes sur la corruption liée à l'attribution de la Coupe du Monde 2022, mais ces enquêtes qu'on a fait, par des moyens classiques, il n'y avait pas d'éléments là-dessus dans les Football Leaks. Après, oui, en effet, c'est une affaire qui est complètement emblématique de la corruption du foot mondial et de la FIFA. D'ailleurs, je crois que c'est plus de la moitié, je sais plus si c'est la moitié ou les 2/3 des votants, des gens qui ont voté pour le Qatar en 2000. Oh là là, je suis perdu, je suis un peu fatigué. En 2010, si ma mémoire est bonne, qui ont aujourd'hui été soit condamnés, soit mis en examen, soit bannis de la FIFA pour des turpitudes diverses et variées. Donc ça vous dit un petit peu le niveau de corruption qui régnait. Alors tous n'ont pas été bannis à cause de ça, mais
Ça vous donne une idée du niveau de corruption qu'il y avait à la tête de la FIFA, donc qui est censé régner sur le sport mondial. Sur le football mondial. Sur la deuxième partie de la question, moi je ne pense pas qu'il y aurait de retour en arrière, tout simplement parce qu'il y a trop d'intérêts financiers. C'est-à-dire que la FIFA a été extrêmement claire, même s'il y a énormément de soupçons de corruption. Voilà, le Qatar a gagné, on ne revotera pas, la Coupe du Monde aura lieu là-bas, ils ont déjà construit la plupart des stades. Et en fait, il y a trop d'intérêts financiers en jeu aujourd'hui pour qu'on remette en cause cette décision. Merci. Merci d'avoir assisté à cette conférence. Merci Yann pour Merci tous à ces vous pour détails. votre écoute.